Les fidèles musulmans célébreront demain, mercredi 6 juillet, l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois du Ramadan. À la veille de cette fête, les marchés et autres commerces grouillent du monde. L'heure est aux préparatifs. Les candidats au baccalauréat session 2016 ont débuté les épreuves orales aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Ils sont plus de 200 000 candidats. Pendant 4 jours, ils seront soumis aux épreuves du français, d'anglais, d'espagnol et d'allemand. En Arabie Saoudite, ce moment de fin du Ramadan, le pays a été frappé par un triple attentat suicide. Il y a eu des explosions hier dans les villes de Qatif, Jeddah et Médine. On compte au moins 4 morts et 5 blessés. Au terme des 6 mois de travail, la commission d'enquête parlementaire sur l'action de l'État aux attentats de janvier et de novembre 2015 a rendu son rapport aujourd'hui, une véritable remise en cause du renseignement français. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Les fidèles musulmans célébreront demain, mercredi 6 juillet, l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois du Ramadan. À la veille de cette fête, les marchés et autres commerces grouillent de monde. L'heure est aux préparatifs. On fait les emplettes, notamment pour les repas en famille ou pour d'autres proches. Le reportage de Patricia Omouitia. À quelques heures de la célébration de la fin du jeûne musulman, une ambiance toute particulière règne dans les marchés. Ici, dans la commune de Trècheville par exemple, les 2 marchés grouillent de monde. Commerçants et ménagères font de bonnes affaires. Les gens ont cru que c'était aujourd'hui la fête. Donc hier, les gens ont fait leur achat. Bon, aujourd'hui c'est là, mais ça va par la grâce de Dieu. Puis hier, beaucoup sont allés à Gamé pour faire les achats des enfants. Ils ont en profité aussi pour faire les marches là. Mais comme Dieu n'oublie pas ses enfants, nous ça fait la plus grâce aussi d'en avoir aussi. Moi et mes soeurs, on va pour Paris. Et puis on va inviter des gens à venir manger. Mais on va accompagner aussi le jeune. Donc on a 6 jours encore à accompagner. Je suis venue accompagner ma soeur. Nous sommes venus faire le marché parce que demain c'est la fête des musulmans. Moment de fête, occasion aussi pour les commerçants de grimper les prix. Le marché est un peu cher, donc on va faire comme on peut. Ce mercredi dès 9 h, les musulmans seront en prière dans les mosquées pour remercier Allah pour ses 30 jours de jeûne et de piété renforcés. Et après la prière, place au festin. Et les poulets feront partie du menu de nombreux ménages. Au terme de 30 jours de privation, la fête du Ramadan s'annonce avec son lot de mets savoureux et copieux. C'est la fête, on mange, mais attention, avertissent les nutritionnistes, il ne faut surtout pas se précipiter sur la nourriture. Il faut préparer l'organisme à accueillir un repas solide et sain. L'Aïd el-Fitr a aussi son code alimentaire. Voyons cela avec Patricia Omouitia. Un mois de privation, un mois au cours duquel le jeûneur a du mal à manger convenablement. Alors, quand la fin du carême arrive, c'est la frénésie dans les marchés. On veut tout acheter. Les provisions sont faites pour ce grand jour. C'est le cas de ces dames, impatientes de manger et manger. Je suis venue payer poulet et puis les condiments. Demain, c'est la fête. On a fait un mois de carême. Donc, la fête, on doit manger beaucoup. Oui, les enfants vont bien manger, plus leurs amis, parce qu'il faut aussi inviter les amis des enfants. Donc vraiment, c'est mon souhait, quoi, qu'ils mangent beaucoup, comme ils veulent. Trop manger pour rattraper le temps perdu, le nutritionniste met en garde. On ne se précipite pas. Pas du tout. On ne se jette pas sur la nourriture comme si on n'a jamais mangé, mais on prend tout le temps. Préparer l'estomac à accueillir un repas sain et un repas adapté à notre habitude alimentaire. Après des semaines de jeûne, le corps a donc besoin de se retrouver. Je commence d'abord par une alimentation vraiment légère, de s'hydrater beaucoup en buvant de l'eau pour pouvoir rompre et commencer à manger quelque chose de léger. Ça peut être une bouillie de céréales, du thé tiède d'ailleurs, des jus frais, ça peut être aussi des crudités. Et à partir de là, on attend un peu et on peut prendre un repas composé de viande, de poisson. Il va avoir des perturbations sur le plan digestif. Ne soyez pas surpris, ne vous alarmez pas. Si vous sentez certaines choses, c'est-à-dire une gastro-entérite, tout de suite allez voir un médecin. Les musulmans en fêtent ce mercredi, mais pas question de manger à gogo. Le conseil du nutritionniste, allez tout doucement avec la nourriture, car au fond, le corps est rancunier et trop manger peut menacer la santé.
Voilà, c'était un reportage de Patricia Omouetia. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale communique en application du décret du 4 novembre 2011, modifiant donc la liste et complétant l'article 2 du décret. Le mercredi 6 juillet 2016, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Un autre communiqué, celui-là, il émane du parquet général. Dans une interview accordée à une chaîne de radio internationale, Maître Dagué Rodrigue, avocat de Mme Simone et Yves Gbagbo, a déclaré que le malaise dont a été victime sa cliente était dû à l'insuffisance de la prise en charge médicale de cette dernière par le gouvernement. Le lundi 4 juillet 2016, Maître Dagué Rodrigue et Abiba Touré ont réitéré les mêmes déclarations dans un communiqué de presse accusant à l'occasion les autorités judiciaires de les priver de toute information relative à l'état de santé de leurs clientes. Il conclut dans le dit communiqué que la priorité doit être l'état de santé de Mme Simone et Yves Gbagbo, les soins qui doivent lui être administrés ainsi que sa convalescence et que le procès ne saurait valablement se poursuivre sans la prise en compte de ces préalables. Le parquet général tient à préciser que, contrairement aux allégations de ses conseils, Mme Simone et Yves Gbagbo a, depuis son séjour à Odiéné, jusqu'à ce jour, régulièrement été suivis par ses médecins personnels, notamment les professeurs Gbazi Gogwa, radiologue, Ba Zézé, neurochirurgien, Théa Basile, ORL, les docteurs Giboni Christian, dentiste, Diako Yegbe, kinésithérapeute et Kwasi Christian, diabétologue, qui ont eu accès à elle de jour comme de nuit. En plus, Mme Simone et Yves Gbagbo bénéficient de soins prodigués par des médecins militaires. Les frais de médicaments et d'analyse sont entièrement pris en charge par l'administration judiciaire qui est demeurée constamment à l'écoute de Mme Simone et Yves Gbagbo pour lui apporter les soins nécessités par son état de santé. Par ailleurs, il convient de noter que le seul médecin dont il a été fait cas à l'audience du lundi 4 juillet est le professeur Bazézé, médecin personnel de l'accusé, qui a annoncé que cette dernière pourrait regagner sa cellule le mardi après les examens médicaux qui lui avaient été prescrits. Le nommé docteur Kwaku Kwadio, abondamment cité par les conseils de Mme Simone et Yves Gbagbo, reste inconnu du parquet général. Le parquet général s'insurge contre les allégations des conseils de Mme Simone et Yves Gbagbo qui, en plus de méconnaître les efforts des personnes qui travaillent à préserver la santé de Mme Simone et Yves Gbagbo et à lui assurer des conditions de détention convenables, visent à jeter le discrédit sur le gouvernement et de l'administration judiciaire, fait à Abidjan le 5 juillet 2016, le procureur général Ali Yeo. Ils vont certainement marquer une pause demain, le temps de l'Aïd el-Fitr, puisque c'est de ça qu'il s'agit. La fête du mois de Ramadan. Les candidats au baccalauréat session 2016 ont débuté les épreuves orales aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Ils sont plus de 200 000 candidats et pendant 4 jours, ils seront soumis aux épreuves du français, d'anglais, d'espagnol et d'allemand. Grace Kando nous rapporte l'ambiance dans quelques centres d'examen visités. When he says this, why should girl go to school? Échange en anglais entre candidats et interrogateurs, comme pour donner le top départ des épreuves orales du baccalauréat session 2016. 4 matières sont en lice, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Ici, au lycée moderne de Trècheville, tout se déroule bien selon les différents acteurs, même si le stress est au rendez-vous. Les candidats répondent très bien aux questions. Si c'est pour la première fois, par exemple, ils sont un peu stressés. Les épreuves se déroulent bien, étant donné que les professeurs sont très gentils. La compréhension est facile. Je suis passé pour l'oral de français. Et mon texte parlait de la liberté d'expression des femmes dans la société. Leurs mots qu'elles avaient à dire sur le développement de notre société. J'ai pu répondre à la majorité des questions que l'interrogateur m'a posées. Si les choses se passent bien au lycée moderne de Trècheville, quelques difficultés sont tout de même relevées au niveau des interrogateurs. Les membres du secrétariat sont en même temps des professeurs qui ont géré le BEPC et qui doivent être aussi à la délibération, si bien que nous n'avons pas encore tout le nombre. Décor similaire au lycée municipal de Makoré. L'on note aussi l'absence d'encadreurs,
ce qui crée un dysfonctionnement dans le programme. C'est surtout nous les candidats qui étaient programmés à faire leur oral ce matin, mais malheureusement qui ne peuvent pas le faire parce que nous avons un problème d'interrogateur. Demain est férié, nous serons obligés d'aller jusqu'au samedi pour pouvoir absorber tous les candidats. En attendant l'arrivée d'interrogateurs et leur temps de passage, certains candidats préfèrent continuer les révisions. Je suis en train de réviser pour ne pas me tromper. 229 000 candidats à l'assaut du baccalauréat session 2016. Ils sont répartis dans 392 centres sur toute l'étendue du territoire national. Après l'épreuve orale de français qui a débuté hier pour les candidats au baccalauréat artistique, ces derniers affrontent depuis ce matin les épreuves techniques, à savoir le dessin et l'expression corporelle. Les candidats de la filière H2 débuteront, eux, les épreuves techniques jeudi prochain avec le solfège oral. Voyons cela avec Herman Niamien. Là, dans toutes ses dimensions au lycée Sainte-Marie de Cocody. En attraction, les candidats au baccalauréat artistique montrent ainsi ce qu'ils ont appris des années durant au lycée d'enseignement artistique. Ces candidats sont issus de la série H1 pour les beaux-arts, H2 pour la musique et la série H3 pour la danse et le théâtre. Pour ce mardi, seulement les séries H1 et H3 sont à l'œuvre. J'aimerais qu'on nous dise de faire un beau paysage avec quelques animaux à l'intérieur. On peut donner un paysage, mais des personnages à dessiner. Devant un jury composé de professionnels de l'art, ces candidats de la série H3 doivent, à travers l'expression de leur corps, mimer une scène. L'expression corporelle est un cours à travers le corps on montre les animaux, comment interpréter les animaux. Exemple, le singe. Nous avons quelque chose de 10 animaux à interpréter aujourd'hui. L'expression corporelle, c'est le langage du silence. On ne parle pas. On s'exprime avec le corps. Chaque candidat y va de son imagination pour séduire le jury. Je viens de faire une personne ivre dans une obscurité profonde. Et c'est ce que j'ai représenté selon ma pensée. Au terrain de basketball du lycée Sainte-Marie de Cocody, le décor est tout autre. Silence. Ici, on dessine. Chaque candidat devant son chevalet a 4 heures pour mettre en scène un village en feu. D'abord, il faut faire le crayonnage. Ne pas foncer sur les traits. Voilà, on ne fonce pas sur les traits, on commence progressivement. Ces compositions se poursuivent jusqu'au samedi 9 juillet. Les candidats de la filière H2 entreront en scène le jeudi pour les épreuves du solfège oral. Les plus petits, c'est-à-dire les candidats au CEP, ont fini leurs examens. Les résultats sont même connus. Pour cette session 2016, l'élève Zran-Ange Mathurin, âgé seulement de 9 ans, a obtenu le CEP avec plus de 160 points sans avoir fait la classe de CME. Le petit Jeuni, comme on l'appelle, est élève dans un village du département de Mans. Notre reporter Eve Boué l'a rencontré pour vous. 160,54 sur 170. C'est le nombre de points obtenus par le petit Zran-Ange Mathurin à l'examen du CEP et de l'entrée en 6e session 2016. Élève à Gbatongouin, un village situé à 12 km de Mans, Ange Mathurin est âgé de 9 ans. Depuis son jeune âge, au dur de ses parents et de ses encadreurs, il a toujours fait la différence de par ses aptitudes. Et, après avoir fait la classe de CE de l'année passée, son instituteur le propose pour la classe de CM2 dès la rentrée 2015-2016. Son père s'y oppose avant de capituler. Le directeur a pris ses collègues, ils sont venus me montrer les notes que l'enfant a en classe. Ils ont même fait des exercices de CM2 devant moi qu'il a trouvé. Donc ils m'ont convaincu. Cet enfant, non seulement il parle couramment le français, et puis il lit couramment. Quand il lit un texte, il va dire que c'est une grande personne. Quand il pose une question, il est le premier à soulever sa main. Mais quand il soulève, ce sont des bonnes réponses. Et pour joindre l'acte à la parole, nous avons demandé à notre petit génie de lire quelques lignes d'un journal avant de lui arracher quelques mots. Les éléphants locaux ont leur destin en main, certes, mais ils se confient chaque fois au Seigneur avant l'entraînement. Quand le maître explique, comment tu suis les cours? Parfois, je note sur du papier et puis parfois, j'écoute, je répète en partant à la maison. Plus tard, je voudrais devenir président de la République. Parce qu'un président, c'est lui qui dirige. Devenir président de la République peut être un rêve d'enfant. L'avenir nous en dira plus.
Pour l'heure, Ange Mathurin a déjà présenté le concours d'entrée à l'école militaire préparatoire technique ENPT de Bergerville. En attendant donc les résultats, ses parents et ses encadreurs plaident pour un meilleur suivi. Et l'exploit du petit Ange Mathurin devra inspirer les familles. À Kounaïri, département de la région du Béret, où le taux de scolarisation dans le primaire est jugé très faible, à peine 30% pour les filles, un faible taux dû aux pesanteurs culturelles et religieuses et au manque d'infrastructures d'accueil. Pour changer la donne, des actions sont menées pour sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation. Soro Corona de RTI Boaki. Scolarisation des enfants, notamment celle de la petite fille en Côte d'Ivoire. Le département de Kounaïri, dans la région du Béret, traîne encore les pas. En effet, Kounaïri compte 38 écoles primaires publiques pour 6 000 écoliers. À Kounaïri, on enregistre qu'en moyenne 30 écoliers par classe, contre 50 à 60 dans d'autres régions du pays. L'effectif des petites filles constitue à peine 30% des 6 000 écoliers du département. La non-scolarisation des enfants dans cette localité est due à plusieurs facteurs. Il y a beaucoup de parents qui conçoivent mal qu'un parent qui ait au moins 10 enfants, que les 10 aillent à l'école. Pour lui, s'il y a 10 enfants qui naissent, il y a au moins 2 ou bien 3 seulement qui doivent aller à l'école. Il y a certains parents qui pensent que le rôle de la jeune fille encore, un jour elle doit être mariée, donc c'est un investissement à perdre. Ce qui pousse nos parents moins, parce qu'ils veulent que les enfants puissent aller les aider au champ. Outre ces pesanteurs religieuses et culturelles, les longues distances entre les écoles et les villages et le manque d'infrastructures d'accueil, la plupart des écoles primaires de Kounaïri n'ont que 3 salles de classe. Les salles de classe. Si nous avons les salles de classe, il n'y a pas de problème. Pour faire grimper ces chiffres, des actions sont menées sur le terrain auprès des populations. Nous sommes toujours avec les parents pour leur dire d'envoyer les enfants à l'école. La place de chaque enfant, c'est plutôt à l'école qu'au champ. Avant, oui, on peut comprendre, mais maintenant, vraiment, c'est à l'école. Au nombre de ces actions de promotion de la scolarisation à Kounaïri figure la récompense des meilleurs écoliers. Les pesanteurs religieuses et culturelles, le manque de salles de classe et les longues distances n'ont pas empêché le secteur pédagogique de Kounaïri de faire un bon taux de réussite au CEPE. Le taux d'admission à l'entrée en 6e étant de 96%. Pour la rentrée scolaire 2016-2017, le département de Kounaïri attend plus de 1000 tables bancs et une vingtaine de salles de classe pour combler son déficit. Reportage réalisé par Soro Corona et Kwadio Kwame Jean de Dieu. Lui, il est certainement père de famille, mais il ne donne pas du tout le bon exemple. La police des frontières de Noé vient de mettre la main sur lui. Trafiquant d'enfants originaire du Togo, il amènerait avec lui en Côte d'Ivoire 6 enfants, tous togolais, âgés de 4 à 16 ans, pour les placer comme main-d'œuvre. Ces enfants qui ont été placés donc dans un centre d'accueil ont reçu la visite de la ministre de la Promotion de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Viviane Aimé. 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons âgés de 4 à 16 ans, convoyés du Togo par un trafiquant d'enfants originaire de ce pays pour servir de main-d'œuvre domestique et agricole en Côte d'Ivoire, ont été interceptés par la police des frontières le 12 juin dernier au poste de Noé, au moment où leur convoyeur du nom de Barry Yacoub tentait de les faire passer en Côte d'Ivoire. L'indélicat personnage a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois et a payé une amende de 100 000 francs. Les enfants, quant à eux, ont été mis à la maison d'accueil Padre Pio de Yaou en attendant leur retour dans leur pays d'origine. Ils ont reçu ce lundi 4 juillet la visite de la ministre de la Promotion de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Yaokwasi. Par ailleurs, vice-présidente du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, et représentant la première dame Dominique Ouattara. Au cours de sa visite, la ministre de la Promotion de la Famille a eu une séance de travail avec le personnel du centre et le consulat togolais. La ministre Euphrasie Yaokwasi a égrené les actions menées par le gouvernement pour freiner le trafic d'enfants en Côte d'Ivoire. Ces actions sont la traque des trafiquants, la prise en charge immédiate des enfants, leur hébergement, la saisine des autorités consulaires de leur pays d'origine, la recherche de leurs parents biologiques.
Présente à cette occasion, la représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine a félicité la réaction rapide des autorités ivoiriennes. Elle a aussi rendu un vibrant hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour le combat qu'elle mène en faveur des enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, 22 trafiquants d'enfants ont déjà été arrêtés et 48 enfants secourus depuis 2015. L'Alliance des femmes de Côte d'Ivoire et Africa Femmes Initiative Positive milite pour la participation des femmes aux instances de prise de décision et pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ces deux organisations ont signé ce matin même une convention. L'objectif est de fédérer leurs efforts pour la promotion du genre. Aurélia Droukoula, Grascando. 9,2% de femmes au Parlement, 11,33% aux conseils municipaux, 14,97% au conseil régional et 25% au gouvernement. Des chiffres qui montrent que, malgré les différentes campagnes de sensibilisation, le taux de représentativité des femmes dans les instances de décision demeure toujours faible. Comment inverser cette tendance? Deux organisations féminines se mettent ensemble pour signer une convention. La Côte d'Ivoire est un paradoxe parce que c'est l'un des pays d'Afrique qui a le mieux investi dans la formation des femmes. Et vous avez des femmes de qualité, des femmes compétentes dans tous les secteurs d'activité. Malheureusement, en termes de représentativité, le pourcentage est parmi les plus bas d'Afrique. Nous pensons que nous devons nous mettre ensemble pour faire de telle sorte que cette lacune soit corrigée. L'Alliance a un carnet d'adresses et nous allons mener les activités ensemble pour dire aux partenaires que les femmes peuvent se mettre ensemble pour travailler tant qu'elles regardent dans la même direction. Cette convention s'articule autour de plusieurs activités, notamment la tribune de la femme manager, l'université du business et l'université de la femme. Des actions qui visent à mettre la femme au cœur du développement. En attendant une participation plus accrue des femmes aux instances de décision, l'Alliance des femmes de Côte d'Ivoire et Africa Femmes Initiative Positive s'engagent pour l'épanouissement de la femme à travers l'autonomisation et l'entrepreneuriat. L'ambiance est tout autre en Arabie Saoudite. Le pays a été frappé par un triple attentat suicide. Il y a eu des explosions hier dans les villes de Katif, Djeddah et Médine. On compte au moins 4 morts et 5 blessés dans cet attentat suicide non encore revendiqué. Salimatou Dia, Guillaume Anvé. 4 morts dans un triple attentat suicide en Arabie Saoudite ce lundi. Le pays a été visé par des attaques quasi simultanées. D'abord à Djeddah, à l'ouest du pays, non loin du consulat américain, puis à Katif, près d'une mosquée chiite, et enfin à Médine, près d'une mosquée de la deuxième ville sainte de l'islam. 3 kamikazes qui auraient fait exploser leurs bombes, causant la mort de 4 policiers et faisant 5 blessés. Cet attentat suicide survient à la veille de la fête du Ramadan et en pleine période d'Umrah, petit pèlerinage en islam. Joint par téléphone, le vice-consul de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, Fousseni Ouattara, rassure, tous les pèlerins ivoiriens qui y participent se portent bien. Que pèlerins, ni l'Ivoirien, ni de la communauté internationale n'a été touché par cette attaque. Le président de la communauté ivoirienne en résidant à Médine, alors des assurances nous ont été données. À ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Aucun pèlerin ivoirien ne figure parmi les victimes. Pas de revendication dans l'immédiat, mais l'ombre de l'État islamique plane en raison du mode opératoire utilisé selon le ministère de l'Intérieur saoudien. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l'identité des assaillants. Une collaboration entre les autorités saoudiennes et américaines est en cours en vue d'élucider les circonstances de ce triple attentat suicide. La mise en garde est formelle. Selon Washington, il y a un risque d'attentat à Lagos, au Nigeria, contre des expatriés et des visiteurs étrangers à l'occasion des célébrations de la fin du mois de jeûne musulman du Ramadan. Mardi et mercredi sont fériés au Nigeria pour marquer donc la fin du mois du Ramadan. La mise en garde est donc à prendre au sérieux. Au terme de 6 mois de travail, la commission d'enquête parlementaire sur l'action de l'État aux attentats de janvier et de novembre 2015 à France a rendu son rapport aujourd'hui, une véritable remise en cause
du renseignement français. Herman Givé. L'échec reste le dénominateur commun des services de renseignement français. C'est ce que révèle ce rapport d'enquête parlementaire remis ce mardi. 190 entretiens, 200 heures d'écoute, de multiples déplacements dans Paris et hors de France. Voici le balai qui a permis d'aboutir à cette conclusion. Les frères Kouachi, le commando qui s'en est pris au Bataclan un 13 novembre, tous étaient quasiment connus des services de secret français. Alors question, comment ont-ils pu opérer sans avoir été inquiétés? Les attaques du 13 novembre, les 130 morts, les 500 blessés, etc., on a échoué quelque part, à la fois dans le renseignement, dans l'opérationnel. Lorsqu'il se produit un événement comme ça, bien sûr, c'est un échec. Quelles dispositions prendre pour éviter que de tels événements se reproduisent sur le sol français, selon cette commission? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement, le président de la République, dans les annonces après janvier et après novembre. Mais on doit aller encore plus loin, on doit aller au-delà de 2017, au-delà de 2018, en matière de moyens financiers et de moyens humains. La création d'une direction générale du renseignement territorial est certainement effectivement plus importante que le fait d'augmenter la formation au tir des agents de la police nationale qui ne tirent que 60 cartouches par an. Si la commission juge que les attaques à Paris n'auraient pas pu être évitées, elle appelle à la création d'une véritable agence nationale de lutte contre le terrorisme, une agence interministérielle qui coordonnerait les activités de toutes les agences du pays. Toujours selon cette commission, il est plus que nécessaire de refondre le renseignement territorial, le renseignement de proximité, afin de détecter les premiers signes de radicalisation. Et sans surprise, le Premier ministre français Manuel Valls, devant l'Assemblée nationale, a engagé la responsabilité du gouvernement concernant le test de la loi travail. Et c'est un passage en force qui permet d'adopter une loi sans passer par le Parlement, une démarche critiquée depuis des mois par les syndicats des travailleurs. Gabriel Zani. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Manuel Valls, le Premier ministre français, ne finit pas de lire sa déclaration. Les députés sortent de l'hémicycle. Le contenu de cette déclaration, ils la connaissent déjà. Manuel Valls dégaine l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la loi sur la réforme du Code du travail, sans passer par le vote du Parlement. J'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours. Pendant ce temps, dans les rues des grandes villes françaises, les opposants à la loi El Khomri tentent un barreau d'honneur. Ils ont défilé ce mardi pour dénoncer un passage en force, un déni de démocratie de la part du gouvernement. Si, on est fatigué, mais en même temps, il faut continuer à se mobiliser. Il y a un gouvernement socialiste qui plus est quand on passe ce qu'on veut dire. Donc je pense que c'est dans la rue qu'on doit pouvoir montrer, et jusqu'au bout, jusqu'à la veille des vacances, qu'il y a quelque chose à faire et que ça ne va pas dans le bon sens. Ça montre qu'il n'y a pas de majorité au sein du gouvernement, que Valls n'a aucune possibilité de faire passer une loi que tout le monde conteste depuis 4 mois et qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Plus de 7000 personnes dans les rues ce mardi, selon les chiffres donnés par la police, contre 15 000 manifestants en juin dernier. Des manifestants de moins en moins nombreux pendant cette 12e journée de protestation contre la loi travail. La rue se souffle, mais la bataille n'est pas encore perdue, même si l'espoir reste mince. L'Assemblée nationale peut toujours s'opposer à cette loi en adoptant une motion de censure dans les 24 heures qui suivent le recours au 49.3. La Constitution française le permet. Elle doit être signée par au moins un dixième des membres de l'Assemblée nationale, soit 58 députés. Je rappelle que les fidèles musulmans célébreront demain mercredi 6 juillet l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. À la veille de cette fête, vous voyez les marchés et autres commerces grouillent de monde. L'heure est aux préparatifs. On fait les emplettes, notamment pour les repas en famille et pour d'autres proches. L'Aïd el-Fitr étant une journée de partage, de communion, de solidarité. 30 jours de privation donc, la fête du Ramadan s'annonce avec son lot de mets savoureux et copieux. C'est la fête, on mange, mais attention, avertissent les nutritionnistes, il ne faut surtout pas se précipiter sur la nourriture. Il faut préparer l'organisme à accueillir un repas solide et sain. L'Aïd el-Fitr a aussi son code alimentaire, mais un code difficile à respecter. En témoigne cette caricature que vous voyez. Bon appétit donc
à tous les musulmans demain à cette fête du Ramadan. Et merci surtout à nos confrères du magazine Biche qui nous ont offert ce sourire du Ramadan. Et la rédaction du RTI1 vous offre donc ce sourire, un sourire à tous les musulmans. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toutes et à tous.